derrière le changement des choses stables. Alors qu'en Orient, au contraire, on a plutôt misé, sans que ceux-ci connaissent Héraclite, on misait surtout sur l'impermanence des choses, sur le changement, sur le devenir, sur la transformation continuelle. Alors, déjà au départ, nous avons en Occident une approche parménidienne. On cherche la stabilité, on cherche ce qui est éternel, ne se transforme pas, la permanence, alors qu'au contraire, en Orient, c'est l'impermanence qui va devenir un peu la constante des sagesses, qu'on soit chez les taoïstes, chez les confucéens, chez les bouddhistes ou encore chez les hindouistes. Il y a plusieurs formes de croyances et de sagesse en Inde, mais toutes ont ceci de constant, de parallèle, c'est que les choses se transforment et la stabilité, c'est une illusion. Alors que nous, en Occident, au contraire, on s'attache à ça. Alors c'est pourquoi, à partir de ça, on peut analyser, j'ai divisé la conférence et le livre qui va paraître en septembre, que vous allez lire certainement chez Libert, je l'ai divisé en 10 chapitres, en 10 thèmes. Par exemple, je vais comparer tout à l'heure, vous allez voir les substances, la notion de substance, de quelle manière on l'aborde ici en Occident et qu'est-ce qu'on en dit en Orient. Ensuite, la connaissance, très important, l'essence, la raison, ou le rationalisme, le dualisme, le moi, l'importance de l'ego, la liberté ou le libre arbitre, le temps, la notion de temps, la notion du bonheur aussi, c'est important. Et finalement, je vais terminer avec le 10e thème, le salut. Dans toutes les philosophies, dans toutes les sagesses, il y a quelque chose qui ressemblerait à un salut, c'est-à-dire un bonheur qui dépasse le bonheur terrestre. Alors, la substance, c'est une notion très importante pour les Occidentaux. On retrouve ça dès le départ chez Pythagore et ensuite, bien entendu, chez Platon, chez Aristote. Je vais, autant que possible, ne pas trop nommer les philosophes. Ce qui est important ici, ce sont les notions. Alors, cette substance-là, on la définit de manière traditionnelle, de manière classique, comme étant une entité qui existe en soi et par soi. Donc, une existence intrinsèque à la substance. C'est quelque chose qui est solide, qui est permanent, qui résiste, qui traverse le temps, qui est stable. Et on a, bien entendu, imaginé toutes sortes de réalités, toutes sortes d'entités qui est stable et qui traverse le temps, comme par exemple l'âme humaine. L'âme humaine est un esprit qui traverse le temps. Le corps meurt, mais l'âme se perpétue, est éternelle. Mais la substance par excellence, c'est Dieu, bien entendu, l'être stable, incréé, il a toujours été, il sera toujours, il est toujours pareil, parfait lui-même. Alors vous avez là un exemple parfait de la substance par excellence, la substance parfaite, l'être parfait, la stabilité absolue. On a ça dans nos religions, on a ça dans nos philosophies, en Occident. Alors qu'en Orient, la substance, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. On va plutôt parler d'une sorte de vacuité chez les bouddhistes. Par exemple, on va parler d'une vacuité, une sorte de vide, ou une sorte de... Ce n'est pas du néant, c'est une absence d'être en soi. Il n'y a rien qui existe par soi et en soi. Tout est relatif, tout est interdépendant, et tout change, et tout se transforme. Le Tao, par exemple, qui est un peu le concept clé du taoïsme, mais aussi, non seulement du taoïsme, mais qu'on retrouve dans d'autres sagesses comme le bouddhisme, même si le Tao change de nom, c'est cette force impersonnelle, immanente, une sorte d'ouverture, une sorte de voix innommable qu'on ne peut pas nommer. Dès qu'on nomme la voix, nous dit l'honteux qu'on se trompe, parce qu'on ne peut pas nommer ce Tao-là. Et d'ailleurs, je dis en passant, les Occidentaux vont beaucoup avoir tendance à utiliser le langage, à utiliser les concepts, on va le voir en cours de route, notamment pour la connaissance, notamment quand on va parler de l'essence, les concepts sont très importants, la conceptualisation c'est très important, alors que chez les Orientaux, on se méfie du langage. Dès qu'on nomme quelque chose, on réduit la réalité. Le langage est réducteur et le langage crée des substances, substantifie, substantivise. Je ne sais pas trop quel mot utiliser, mais vous voyez ce que je veux dire. Dès que je dis
cette chose-là est, on lui donne une sorte de réalité, d'une définition définitive. Alors, les orientaux vont beaucoup se méfier du langage, ils vont plutôt utiliser, non pas des concepts, mais des métaphores, des images. Et d'ailleurs, soit dit en passant, dans la langue chinoise, le mot être n'existe pas. Alors que chez nous, l'être, c'est un concept clé, c'est un concept métaphysique par excellence, alors qu'en Orient, justement, ce mot-là n'existe pas, ni le verbe, ni le substantif. Alors nous sommes donc en Orient, à cause du langage, toujours en situation d'événement, d'action, et non pas d'être. Alors vous voyez tout de suite, au départ, à cause justement du langage, il y a là forcément, obligatoirement, des distinctions importantes. Alors, pour résumer finalement ce thème de la substance, je vous donne deux citations qui s'opposent, bien entendu. Aristote nous dit « les choses sont ce qu'elles sont ». Et d'ailleurs, la substance devient chez les Grecs et dans toute la philosophie, dans toute la tradition occidentale, une notion clé, puisque on cherche toujours ce que sont les choses, on cherche toujours la substance de la chose, ce qui est permanent, ce qui est stable, ce qui ne change pas. Alors que chez les orientaux, au contraire, tout se transforme. Je vais vous donner une petite citation de Mao Tse-tung qui s'est imprégné autant de Marx que du taoïsme. Toute chose se transforme en son contraire, alors que justement, chez les Grecs, une chose qui est définie reste, pour ainsi dire, éternellement définie sans qu'elle change, et c'est justement ce qu'on appelle l'identité d'une chose. Maintenant, la connaissance. Notez bien, je vais aller assez rapidement, mais vous pourrez, dans la deuxième partie de la conférence, me poser des questions. Alors, ne vous inquiétez pas si je bouscule un peu les choses. La connaissance, c'est le deuxième thème. Ici, en Occident, qu'on soit chez les Grecs, qu'on soit chez les plus modernes, la connaissance est toujours une relation entre un objet et un sujet. Le sujet connaissant et l'objet à connaître. Il y a toujours cette dualité qui est très importante, même si il y a des approches différentes de cette dualité-là. Chez Aristote, par exemple, le sujet est capable de saisir l'objet, la réalité telle qu'il est, alors que chez Kant, au contraire, le sujet va avoir tendance à construire, à créer, à cause des catégories de l'entendement et des catégories de la sensibilité, à créer, à déterminer un peu l'objet. Mais dans les deux cas, qu'on soit chez Aristote, qu'on soit chez Kant, la connaissance est toujours un rapport de sujet à objet. Et le sujet, il est toujours irréductible, c'est-à-dire qu'il ne peut pas devenir un objet complet de connaissance, même si je me connais, je deviens donc objet de ma propre connaissance, le je ne peut pas être complètement objectivé. Il est toujours donc transcendant dans cette connaissance. Il y a donc toujours une sorte d'irréductibilité subjective qui ne peut pas se confondre avec l'objectivité dans la connaissance telle qu'on l'approche, telle qu'on la définit, telle qu'on l'explique dans le monde occidental. Alors que la vraie connaissance en Occident, c'est exactement le contraire, c'est une fusion. Le je et le sujet et l'objet sont confondus, un peu comme la goutte d'eau qui se fond dans l'océan. L'éveil, qui est la plus belle connaissance, ou si vous voulez, la vraie connaissance chez les orientaux, c'est une sorte de fusion, c'est une sorte d'expérience. Nous, on appellerait ça une expérience mystique. Ce ne serait pas mauvais d'utiliser le terme pour bien comprendre ce qu'on entend par connaissance, par vraie connaissance, par la connaissance des sages. Non pas les connaissances empiriques de la vie quotidienne, même pas les connaissances scientifiques, mais la vraie connaissance, celle qui nous amène à la vérité, c'est une intuition, c'est un éveil, c'est une saisie de la totalité, et je me fusionne. Le je est fusionné, le sujet et l'objet est fusionné dans un tout. Alors, comment l'expliquer, comment communiquer cette connaissance-là? C'est impossible, il faut l'expérimenter. C'est pourquoi on verra plus tard que chez les orientaux, l'expérience, l'empirisme, autrement dit, le vécu, est d'une importance capitale, alors que chez nous, en Occident, on tente de communiquer nos recherches, nos
nos découvertes, nos connaissances par des mots, par un langage, alors qu'en Orient, la vérité connue, la vraie connaissance ne se communique pas, elle s'expérimente. Alors, encore une fois, je termine ce thème-là avec deux citations différentes. En toute connaissance, nous dit Kant, il faut toujours une matière ou un objet qui se confronte à une forme ou à un sujet. Aristote aurait pu dire la même chose. Alors que Chuang Tzu, un philosophe taoïste qui a vécu au IIIe siècle en Mongolie, dit ceci: connaître le Tao est aisé. Ce qui n'est pas facile, c'est de ne pas en parler. Alors vous voyez un peu le langage paradoxal qu'on retrouve chez les orientaux. On se méfie même dans cette petite parole-là du langage lui-même. C'est facile, c'est aisé de connaître le Tao, c'est une expérience. C'est de ne pas en parler qui est difficile. On a tendance à vouloir en parler, mais on se trompe. Alors vous voyez tout de suite les différences notables. La notion d'essence aussi, c'est très important dans les philosophies occidentales. L'essence, dans le fond, c'est un peu l'identité d'une chose. C'est grâce à l'essence qu'on permet de définir telle chose. L'homme est un animal raisonnable. L'essence humaine, la définition, la nature de l'homme, c'est une définition stable qui ne change pas. Les êtres humains, les individus, eux, se transforment, naissent, apparaissent et disparaissent, alors que le concept d'homme, la nature humaine, est toujours stable, elle reste tout le temps, elle est définitive. Et cette essence-là, c'est ce qui est important avec les philosophes. Les philosophes occidentaux sont des essentialistes. Ils font la chasse aux essences, ils essaient de saisir ce que sont les choses, comment les définir, comment les circonscrire correctement. Et même les sciences modernes qui apparaissent au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, vont tenter aussi de définir correctement les choses. Les sciences sont en quelque sorte les filles légitimes de la philosophie occidentale qui s'est intéressée beaucoup à expliquer le pourquoi, expliquer les choses plutôt qu'à s'attarder au bonheur. On va le voir plus tard, les différences entre les sagesses, justement, qui, elles, s'attachent au bonheur humain, au bonheur de l'homme, alors que les philosophies occidentales, sauf peut-être quelques écoles dans l'Antiquité qui se sont attardées, qui sont attachées beaucoup au bonheur de la vie humaine, la majorité des philosophes du monde occidental ont surtout cherché, comme des scientifiques, à définir le monde, à classer, à le catégoriser. Alors, l'essence, dans les philosophies occidentales, c'est une chose importante, alors que chez les orientaux, ça n'a pas d'importance. C'est le vécu qui ont, c'est l'expérience. Et une expérience se communique toujours difficilement. Une expérience se transmet difficilement. Alors, c'est pourquoi l'expérience vécue va toujours rester une potentialité, une ouverture. L'homme, par exemple, selon les orientaux, n'est pas définissable. L'homme est une ouverture, est une potentialité sur plein d'expériences possibles. On craint de catégorifier, de classer, de définir, de réduire les réalités dans une définition, dans une essence, dans une nature précise, autant pour toutes les réalités que pour l'être humain en général. Alors, encore une fois, je termine ce thème-là en vous donnant une petite citation d'Aristote, encore une fois. Le véritable être d'une chose, c'est l'essence. L'essence, à partir d'Aristote, à partir de Platon, même s'ils ont des vues différentes du monde, de la réalité, et à travers toute la philosophie occidentale, l'essence, l'identité, la définition d'une chose, c'est presque l'objectif d'une recherche philosophique. Alors qu'en Occident, je vous donne encore une définition, une citation de Chuang Tzu, toujours ce même philosophe taoïste du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Tout ce qui peut s'énoncer est dénué d'importance. Autant la conceptualisation, autant le fait de nommer les choses, c'est important pour les Occidentaux, autant ça n'a aucune importance de dénoncer quoi que ce soit. Voyez-vous, déjà, avec ces
3 thèmes, on est déjà en mesure de voir des distinctions très importantes. Malgré le fait que, j'ouvre cette petite parenthèse, malgré le fait que chez les Occidentaux, il va y avoir bien entendu des philosophes dissidents. On remarque par exemple que chez certains philosophes de l'Antiquité, je pense à Épicure, je pense à certains philosophes stoïciens qui sont très très proches de la manière de voir le monde, l'homme et le bonheur, tel qu'on l'a vu chez les bouddhistes, chez les taoïstes et chez les orientaux, chez les hindouistes aussi. Je pense à Spinoza, par exemple, quand il parle du tout, de la substance qui est la nature et qui est Dieu, ça peut s'approcher d'une certaine manière de la vision que les taoïstes ont de la grande réalité innommable. Alors, il y a donc des philosophes dissidents, je fais des généralités, je fais des généralisations, mais il y a des exceptions quand même en cours de route. Un autre point important, c'est la notion de raison. Le rationalisme, c'est un peu l'axe central des philosophies occidentales. C'est entendu qu'on n'a pas toujours été des philosophes rationalistes, il y a des écoles qui se sont distancées de l'axe principal qui est le rationalisme, qui est la raison. Je pense par exemple au romantisme, ou encore au nominalisme. Il y a des écoles comme ça qui n'ont pas suivi l'axe central de la raison humaine, du rationalisme. Le rationalisme est vraiment l'axe central de la tradition occidentale et on insiste beaucoup sur l'aspect théorique. Sur l'aspect théorique qui nous permet justement de faire des classifications, qui nous permet de rendre les choses claires et saisissables facilement par la raison humaine qui est capable d'ouverture universelle. La théorie doit être universelle, la conceptualisation, la raison est capable d'universaliser et l'universalisation, et la raison est capable de conceptualiser cette universalisation, ou cette universalité, ou cet universalisme. Alors que, au contraire, chez les orientaux, encore une fois, ce n'est pas la raison qui compte. C'est sûr que ça existe, c'est important, on ne nie pas le fait que l'être humain soit raisonnable et qu'il soit capable de raison et de conceptualiser. Mais c'est pas avec la raison qu'on peut accéder au bonheur, c'est-à-dire à la vérité, à la sagesse. La sagesse se situe au-delà de la raison. La sagesse se situe dans une sorte de savoir empirique qui vient à la suite d'une discipline, d'une conduite bien souvent ascétique, constante, vigilante, attentive. Et bien souvent, cette espèce de continuité ou cette espèce d'assiduité amène l'individu dans son comportement, dans son vécu, à découvrir justement ce que c'est que le vrai, ce que c'est que la vérité. Alors, c'est donc dire que les orientaux vont beaucoup insister sur la méditation, sur l'expérience, sur l'art, sur la poésie, sur ce qui n'est pas rationnel. Par exemple, le zen, la méditation, le chan, le yoga, le tonglen, ce sont des termes qui signifient des expériences, des méditations, des formes, des attitudes humaines qu'on retrouve autant dans je dirais que autant la pensée repose sur l'expérience, autant les activités, les exercices, les arts martiaux, par exemple, reposent aussi sur la pensée, sur l'esprit. Donc, il y a une sorte on va le voir tout à l'heure, une sorte d'unité, une sorte de totalisation, une sorte de fusion entre ce qu'on appelle ici communément l'esprit et la matière, si vous voulez, l'âme et le corps. Chez les Occidentaux, chez les Orientaux, dis-je, on insiste davantage sur l'expérience, sur la méditation, sur ce qui se fait, sur ce qui s'expérimente. Alors, une autre petite phrase pour terminer ce thème-là. La raison permettra à l'homme, dit Descartes, de devenir maître et possesseur de la nature, alors que Lao Tzu, lui, de son côté, dit « La sagesse, ce n'est que devenir maître de soi. » Il n'est pas question ici de devenir le maître de la nature
ou d'être conquérant de quoi que ce soit. Alors, vous voyez tout de suite les distinctions importantes, majeures. Je continue. Le dualisme. C'est entendu qu'à partir de Pythagore jusqu'à nos jours, on a toujours vu l'être humain et le réel composé de substances distinctes. Quand je parle de dualisme, c'est que de manière presque traditionnelle, de manière presque spontanée, on a tendance à diviser l'être humain en deux. L'homme est un corps et un esprit, une matière, un esprit, un corps et une âme. Dans mes cours de philosophie au cégep, par exemple, je demandais souvent à mes élèves dans l'introduction, dans les cours d'introduction, donnez-moi la meilleure définition que vous avez entendue ou qui est la vôtre, qui concerne l'être humain. Qu'est-ce que c'est que l'être humain? Et j'y faisais travailler un par un. Ensuite, réunissez-vous en équipe, puis essayez de trouver en équipe la meilleure du groupe. Et ensuite, je mettais les équipes de ma classe ensemble, on essaie de trouver, en écrivant au tableau, quelle est la meilleure définition qu'on pourrait arriver à donner à l'être humain. Et pendant presque 30 ans, enfin, j'ai enseigné 30 ans au sujet, on arrivait presque toujours aux mêmes définitions. Donc, à travers les générations, on arrivait toujours à définir l'homme comme étant un être composé de deux substances opposées. C'était la raison, la sensibilité, c'était le corps et l'âme. Donc, un dualisme qui fait partie un peu de nos lieux communs, de nos ornières intellectuelles dans le monde occidental. Ce dualisme-là, on le retrouve aussi concernant le monde dans son ensemble. Par exemple, il y a un Dieu qui est esprit, qui est stable, alors que le monde créé est changeant, matériel. Chez l'être humain, il y a cette âme qui est permanente, distincte spirituellement, donc elle est incorruptible, alors que le corps matériel est, lui, biodégradable. Alors que chez les orientaux, il y a une sorte de monisme, c'est-à-dire on constitue un tout. On constitue un tout. Le cœur-esprit, c'est un terme qui revient souvent chez les bouddhistes, chez les confucéens, chez les taoïstes, et dans presque toutes les grandes sagesses orientales. Le cœur-esprit, c'est un tout. J'avais un ami qui m'a initié au zen et on lui posait des questions après certains exercices. Après avoir fait zazen, on pouvait lui poser des questions. Et je lui demandais, quand tu médites, où est ton esprit? Il m'a répondu, quand je médite, mon esprit a les jambes croisées. Autrement dit, pour lui, il n'y a pas de distinction entre l'esprit et le corps. Le corps a les jambes croisées, l'esprit a les jambes croisées, son âme est croisée. Autrement dit, chez les orientaux, il n'y a pas cette distinction entre l'esprit et le corps, entre l'âme et entre l'esprit et la matière. Il y a donc un tout, et ce tout est changeant. Et on retrouve ça beaucoup dans les arts martiaux. Par exemple, ici en Occident, on distingue très bien les exercices sportifs physiques des exercices spirituels. Quand on prie, on peut prier en marchant, on peut prier en dormant à genoux ou couché. Et quand on fait des exercices, c'est une autre catégorie, c'est le corps qui fonctionne. Alors qu'en Orient, au contraire, tout est à la fois spirituel, corporel. La méditation, c'est un exercice d'esprit et de corps. Quand on fait des arts martiaux, c'est un exercice d'esprit et de corps. Vous avez par exemple les lutteurs sumo qui sont énormes, je ne sais pas si vous connaissez, les lutteurs japonais qui s'affrontent. Ces lutteurs-là font des exercices physiques, bien entendu, mais surtout des exercices spirituels avant d'arriver sur la scène, dans leur arène, pour faire la confrontation. Alors vous avez donc chez les orientaux une sorte d'unification, de fusion entre ce que nous on appelle le corps et l'esprit. Dans les grandes sagesses orientales, on ne retrouve pas cette distinction-là, ce dualisme-là. On a affaire à des sagesses monistes, qui vient du mot mono, comme monotone, monogame, mono. Je continue. Je donne donc une petite définition, encore une fois, Descartes, qui nous dit
L'âme et le corps, deux substances de nature distincte. L'âme et le corps, deux substances de nature distincte. Alors que la hauteur va nous dire que tout est dans tout, qu'il n'y a pas de distinction à faire. Alors encore une fois, des distinctions importantes. Le moi, l'ego, il est, lui, très affirmé dans notre civilisation occidentale, dans la tradition aussi, il est important. Même Platon affirme que l'importance, que l'affirmation de soi, c'est une victoire de la philosophie. L'ego s'est toujours développé d'une manière importante jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, l'ego est devenu presque le centre du monde. On a déjà cru que le monde tournait autour de la Terre, mais en fait, aujourd'hui, le monde tourne autour de chaque ego, pourrait-on dire. Alors, il devient très important. L'ego ici, l'ego, le moi, me célèbre. Alors qu'en Orient, au contraire, le moi m'isole. Le moi est source de souffrance. Le moi doit être évacué, doit disparaître. C'est une illusion, c'est une construction sociale qui fait écran entre je et les autres, qui est un peu la source des souffrances et qui vient justement contrecarrer mon rapport compassionnel avec l'autre. Le moi est donc un obstacle. Le moi a tendance à s'attacher, à créer des attachements, alors que justement la sagesse ou l'indépendance ou l'éveil, c'est un processus vers le détachement complet, vers plus d'indépendance, vers plus d'autonomie, alors que le moi crée des dépendances, crée des attachements. Le moi, c'est un peu comme une sorte de velcro, tout s'accroche à l'ego. Pour les orientaux, cet ego-là doit être éliminé. Certains auteurs vont parler différemment. Par exemple, chez les hindouistes, on va dire l'atman, l'âme, le moi individuel doit devenir universel, doit se dilater, se gonfler. Autrement dit, mes intérêts personnels doivent devenir des intérêts familiaux, doivent devenir des intérêts communautaires, doivent devenir des intérêts nationaux, doivent devenir des intérêts humanitaires. Autrement dit, mes intérêts ne doivent plus être des intérêts personnels, mais des intérêts impersonnels. Mon âme, mon ego, mon moi, mon atman doit devenir universel. Alors, c'est une sorte de manière, une manière de voir la disparition, l'élimination, en fait, de l'ego, du moi. Et vous avez aussi, bien entendu, chez les orientaux, vous avez des philosophes qui ont souvent souligné l'importance de l'élimination du moi égoïste, du moi personnel, du moi intéressé, pour l'éliminer au profit d'un jeu plus ouvert, plus spirituel, plus raisonnable. Et plusieurs philosophes font la distinction justement entre un moi égoïste, narcissique, fermé sur lui-même, le moi qui me permet de me distinguer les uns des autres, alors que le je me permet justement d'être semblable aux autres. Le je est humain, le je est universel, alors que le moi est individuel, il est refermé sur lui-même. Il y a des philosophes, bien entendu, occidentaux qui ont fait cette distinction-là, mais il reste qu'aujourd'hui, dans notre monde civilisé occidental actuel, le moi, l'ego prend énormément d'importance. On entend des moi partout, on s'auto-portraitise, on s'auto-photographie, les égos, on les entend à la télévision, au cinéma, dans les romans, à la radio, on ouvre la radio, c'est des égos qui parlent. En fait, les égos s'égosent énormément partout ici. Alors que, justement, de l'autre côté, c'est-à-dire en Orient, le moi n'a pas d'importance, c'est un vide. Autant chez nous, le moi devient ce vœu éternel, ce vœu solide, ce vœu consistant, ce vœu substantiel, comme une sorte de disque dur en nous. Il se veut même éternel, un peu comme une prune, en fond. Tu sais, vous avez la prune qui est la chair qui peut se dégrader, mais le noyau dur, lui, persiste, il va même s'éterniser, il va même générer d'autres prunes. Alors l'homme occidental est un peu une prune, alors que chez les orientaux, l'homme c'est plutôt un oignon, c'est-à-dire il est constitué de pelures qui viennent justement
de sédimentation qui viennent des expériences de la vie quotidienne, des apprentissages, de l'éducation, des déterminismes du monde social. Et quand on enlève ces plures-là, une à une, bien, on arrive au centre, puis c'est vide. Et c'est justement ce vide qui est une ouverture. La sagesse m'apprend à être rien, nous disent les orientaux, et l'amour m'apprend à être tout. Alors, pour devenir tout, il faut devenir d'abord rien. Donc, vous voyez, l'homme, dans le fond, c'est un oignon, mais il se prend pour une grosse prune. Nous sommes des prunes, alors que, dans le fond, on se prend pour des prunes, mais on est peut-être des oignons. Les orientaux ont donc quelque chose à nous dire. Les sages, en général, aussi, parce qu'il n'y a pas que les orientaux qui parlent ici. Vous avez, si on va un peu consulter les sages, notamment de l'Antiquité, les stoïciens ou les épicuriens, ou encore les sceptiques, vous allez constater que le moi est une illusion, est une construction. Donc il faut se déprendre pour se libérer, pour aller vers plus d'autonomie. Simone Veil, par exemple, qui, à sa manière, affirmait que l'amour, dans le fond, repose sur une déconstruction de l'ego, sur une élimination, sur une pulvérisation du moi. Elle disait, et c'est écrit dans son livre La pesanteur et la grâce. Dieu, permettez-moi de devenir rien. Alors, vous avez là, vous avez un peu cette espèce de supplique chez les sages orientaux. La sagesse m'apprend à devenir rien. Alors, je termine ce thème-là avec encore une fois une petite phrase. La première, la plus belle victoire de l'homme est l'affirmation de soi. Ça vient de Platon, c'est-à-dire 4 siècles avant Jésus-Christ. Et on s'en est tenu à cette victoire de l'affirmation de soi pendant des siècles et des siècles. Alors que chez les orientaux, je vous donne une citation de Tagore, qui est un hindouiste qui est mort au XXe siècle, mais qui véhicule en lui toute une tradition vieille de plusieurs millénaires, une tradition hindouiste. Il nous dit ceci: cet encens que je suis ne dégage pas de parfum sans qu'on le brûle. Alors on voit tout de suite là, que le moi, finalement, doit être pulvérisé, éliminé, brûlé, anéanti. Et l'autonomie, l'indépendance, l'éveil, la sagesse, le bonheur, en fait, c'est l'élimination de ces intérêts, de ces dépendances, de ce velcro qui est à l'origine de tous nos attachements, de toutes nos dépendances, pour aller vers plus d'autonomie, vers plus d'indépendance, vers plus de liberté. On va le voir tout à l'heure. Ça commence d'abord par la déconstruction de l'ego du moi. 7e thème, la liberté, le libre arbitre. Ça commence avec Saint Augustin, cette histoire de liberté intérieure, de libre arbitre, de volonté libre qui fait partie de notre nature même, selon Saint Augustin, et selon plusieurs autres qui vont suivre, plusieurs autres philosophes. L'homme est capable, justement, grâce à sa volonté libre, de choisir le bien ou le mal. Cette espèce de volonté libre, c'est un peu le désir de l'âme, le désir de l'esprit, qui échappe aux nécessités de la nature. Il y a donc en l'homme une sorte de part divine qu'on appelle la volonté libre, le libre arbitre. Plusieurs philosophes du monde occidental vont défendre ce point de vue. Dualiste, bien entendu, puisqu'il y a en nous quelque chose d'antinaturel, de surnaturel, quelque chose qui échappe aux lois de la nature, qui n'est pas déterminé, qui est indéterminé. Et aujourd'hui encore, on va parler de liberté et on va mélanger toutes les notions de la liberté. On va parler de la liberté, de libre arbitre. On peut entendre ça dans les chroniqueurs, on peut les entendre à la radio. On utilise ça comme si ça allait de soi. L'homme a une liberté intérieure, une propriété. L'homme a une liberté, une responsabilité innée. Et c'est justement parce qu'il a cette responsabilité innée qu'il est coupable et qu'il devient même intolérant, puisqu'il projette dans l'autre le choix de faire telle chose, le choix libre de faire telle chose. Et s'il a telle attitude, c'est de sa faute. Donc, culpabilisation, intolérance surgissent de cette notion de libre arbitre, de liberté intérieure. Qui nous permet de distinguer le bien et le mal. Moi, j'aimerais bien ça que le libre arbitre me permettait de distinguer
le bon cholestérol du mauvais cholestérol. Alors que chez les Orientaux, la liberté, telle qu'on la conçoit, n'existe pas. La liberté, c'est une libération. C'est se déprendre de nos illusions, se déprendre de nos ignorances, se déprendre de nos dépendances. Alors c'est donc un processus de détachement. C'est un processus de connaissance qui me permet justement de mettre de côté mes dépendances qui reposent sur l'ignorance de ce que je suis. Alors la responsabilité n'est pas innée chez les Orientaux. La responsabilité, elle est acquise par le dharma, par l'enseignement, par l'éducation, par l'apprentissage, par la méditation, par le devenir humain. Devenir humain, c'est de devenir autonome, c'est de devenir responsable, c'est se libérer de certaines dépendances, c'est de connaître plus pour avoir une responsabilité mieux fondée. Alors qu'ici en Occident, notre responsabilité, elle est innée. C'est-à-dire qu'elle vient avec notre nature. Alors, vous voyez, deux points de vue très, très différents. Autant ici, la liberté, le libre arbitre, la liberté intérieure a une importance, autant chez les Orientaux, c'est au contraire une sorte d'illusion. On retrouve ça aussi chez d'autres philosophes, il ne faut pas l'oublier. Occidentaux, je pense à Spinoza, par exemple, qui nous dit que les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients des actes, de leurs actes, de leurs désirs, mais ils sont absolument ignorants des causes qui les déterminent. Alors, Spinoza aussi va faire la critique sévère de cette sorte d'illusion qui s'appelle le libre arbitre. Il y a Nietzsche aussi qui va faire à peu près la même démarche. Alors, ce ne sont pas tous les philosophes, mais de manière générale, dans notre tradition occidentale, la liberté intérieure, c'est le propre de l'homme. Ça fait partie de notre nature. Chez les Orientaux, au contraire, il faut aller plus loin, il faut devenir indépendant, il faut devenir autonome, il faut se libérer. Et la meilleure manière de nous libérer, de se libérer, c'est de comprendre que je ne suis pas libre. C'est de me déprendre de l'illusion de la liberté intérieure si je veux me libérer véritablement. Alors, vous voyez un peu le paradoxe que j'utilise par les concepts, par les mots, mais vous comprenez sûrement ce que les Orientaux veulent dire. Je me libère en autant que je comprends que je ne suis pas libre. Aussi, un autre thème important, le temps. Ici, le temps, enfin je dis ici, dans le monde occidental, dans la tradition occidentale, dans notre civilisation occidentale qui s'est développée sur plusieurs siècles, même plusieurs millénaires, puisque on comprend, comme je l'ai dit au début, que notre philosophie s'est développée à peu près au 6e siècle avant Jésus-Christ. Alors, le temps est donc linéaire. Il y a un passé, il y a un présent, il y a un futur. Et l'Occident, de manière générale, est tendu vers l'avenir, vers le futur. Le moment présent, ça n'a pas tellement d'importance, c'est une sorte d'abstraction. On travaille pour demain, pour construire le futur, pour construire le monde qui s'en vient. Alors que les Orientaux, comme d'ailleurs dans plusieurs cultures, c'est vrai chez les Grecs aussi, dans plusieurs cultures qu'on appelle, nous, des cultures primitives, le temps est cyclique. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Le présent, dans le fond, il est toujours là. Le futur, c'est le présent de demain. Et le présent, c'est le passé qu'on met au présent. Le futur, c'est le présent qu'on met au futur. Autrement dit, on est toujours dans le moment présent. Et c'est pas pour rien que les sages, les sagesses orientales insistent toutes, qu'on soit en Inde, qu'on soit en Chine, qu'on soit chez les bouddhistes, qu'on soit chez les taoïstes, qu'on soit chez les confucéens, on insiste tous sur le moment présent qui représente en fait une sorte d'éternité. Le présent, c'est le présent, il est toujours éternel. C'est nous qui avons des réminiscences du passé, qui avons des anticipations pour le futur. C'est nous qui espérons et qui avons des nostalgies. Et l'espoir, justement, pour nous autres, c'est très important parce que c'est un peu la projection d'un monde idéal sur le futur. Alors que chez les Orientaux, l'espoir, c'est la pire torture. Le désespéré est heureux, ou le bonheur est un gai désespoir, comme dit un philosophe français contemporain. Alors, le moment présent, donc, c'est quelque chose qui est hors du temps. Il faut donc faire en sorte que l'éternité soit vécue
un peu comme Spinoza disait, nous pouvons expérimenter et sentir que nous sommes éternels. Au moment où on se parle, qui est un moment présent, il est présent pour toujours. Au moment où je vous parle, il est encore présent. Et tant que je vais continuer à vous parler, il va être toujours présent. Et supposons qu'on part, qu'on disparaisse, et l'expérience qu'on a ce soir présentement est éternelle, comme la vérité de l'assassinat de César est une vérité éternelle. Brutus a tué César, c'est vrai pour toujours. Nous sommes ici, c'est une vérité éternelle. Alors, c'est un peu ce moment, cette présence, cette éternité qu'il faut tenter de saisir, difficilement communicable, mais qui peut se ressentir profondément. Alors, bien entendu, pour nous, les Occidentaux, l'espérance, c'est positif, c'est une force. D'ailleurs, en 2008, Barack Obama a misé beaucoup, c'était presque son slogan. Puis oui, nous pouvons, et il a même écrit un livre qui s'intitule La force de l'espoir. L'espoir est notre plus grande force, disait Barack Obama, parce qu'il était en phase avec tous les Occidentaux qui l'écoutent, et on est tous d'accord pour dire que l'espoir, c'est une grande force. Alors que chez les Orientaux, je vous donne une petite citation du Mahabharata, qui est un texte qui est le plus long texte, le plus long poème au monde. Il est écrit « L'espoir est la plus grande torture qui soit. Le désespéré, seul le désespéré est heureux. » Alors vous voyez, on est dans deux mondes complètement différents. C'est bon de savoir qu'on est dans deux mondes différents. Parce que malgré la mondialisation actuelle, malgré le fait qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, à cause du commerce, à cause de l'argent, à cause d'une sorte d'homogénéisation qui se crée, à cause d'une sorte d'impérialisme de valeurs occidentales, malgré cette mondialisation-là, il reste toujours des différences, des racines différentes, et c'est bon de savoir justement que ces racines différentes viennent de loin, viennent d'un passé qui est toujours présent, remarquez bien, malgré les apparences qui pourraient peut-être sembler contredire le passé. La notion de bonheur aussi, c'est une notion très importante, bien entendu, ça va de soi. Le bonheur, pour nous, c'est le but de la vie. Alors que le bonheur, pour les bouddhistes, pour les taoïstes, ce n'est pas le but de la vie. C'est la voie. C'est le pas que je fais. C'est le moment présent. Alors, voyez-vous la différence? Alors, le bonheur, dans le fond, c'est quelque chose d'aller chercher à conquérir pour nous. Et, bien entendu, tu ne peux pas le conquérir comme ça. Il faut que tu payes, il faut que tu démènes, il faut que tu ailles acheter des affaires chez Walmart, parce que le bonheur, c'est une flûte de petites choses qu'on achète. C'est beaucoup de possession, c'est beaucoup d'identification par les objets que j'ai. Le bonheur, aujourd'hui, dans le monde du 20e siècle et du 21e siècle, c'est compliqué, ça prend presque un GPS pour aller justement rencontrer ce bonheur-là. Alors que chez les Orientaux, c'est la voie, c'est là où tu te trouves, c'est le pas que tu fais. Tu n'as pas besoin de GPS, au contraire. Tu n'en as pas besoin puisque tu dois devenir le maître. C'est entendu que tu peux te faire accompagner par un maître. C'est très important dans le bouddhisme, c'est très important aussi dans le taoïsme. Et c'est important dans presque toutes les sagesses orientales, l'enseignement, le dharma, l'éducation, le maître qui te donne, qui t'observe, qui t'évalue et qui te donne les bonnes recettes, les bons trucs, les bonnes pensées, et ainsi de suite. Le maître a beaucoup d'importance chez les Orientaux, afin que tu deviennes toi-même le maître, afin que tu deviennes toi-même capable justement de te débarrasser du maître, ou si vous voulez, de l'appareil qui te permettrait d'aller vers le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas un but, le bonheur, c'est la voie. Alors, encore une fois, une petite citation. Le bonheur est un progrès perpétuel, nous disait Leibniz, du XVIIIe siècle, alors que Prajnapada, qui est un grand sage qui est mort en 1975 et qui a une tradition hindoue, il nous dit le bonheur, c'est une approbation de la vie. Remarquez
remarquer qu'il n'est pas, le seul. On retrouve Spinoza, on retrouve Nietzsche, on retrouve des philosophes de l'Antiquité aussi, dans cette approbation de la vie. Mais ce n'est plus une conquête, ce n'est plus un progrès de plaisir, ce n'est pas une accumulation d'objets, c'est quelque chose qui est à ta portée. Et finalement, je termine avec la notion de salut. Le salut, c'est-à-dire ce qui me permet de me sauver, de nous sauver. Cette notion, elle est capitale, autant dans les religions occidentales que dans les philosophies. Le salut, c'est un peu la lumière au bout du tunnel. Le salut, c'est un peu le paradis terrestre, peut-être pour quelques-uns. Marx, par exemple, qui disait qu'il est au bout d'un tunnel qui est notre histoire. Et le bonheur serait justement une société sans classe, une société sans État, une société donc pacifiée. Alors que pour d'autres, le bonheur n'est pas de ce monde, il est dans un autre monde. C'est toujours au bout d'une conduite, au bout d'un tunnel, alors que chez les Orientaux, il n'y en a pas de tunnel. C'est le grand air. Alors, avez-vous déjà remarqué cette idée qu'on a toujours de se placer dans un tunnel? Puis là, forcément, quand on est dans le tunnel, on cherche le bout du tunnel, la lumière au bout du tunnel, mais quand on ne s'engage pas dans un tunnel, on n'a pas à craindre, on n'a pas à attendre la lumière au bout du tunnel, puisqu'on n'est pas dans le tunnel. Alors, chez les Orientaux, il n'y en a pas de tunnel. Alors, forcément, il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Alors, le salut, ce n'est pas à conquérir, ce n'est pas au bout d'un processus, au bout d'une conquête, au bout d'un travail collectif ou encore spirituel. Le bonheur, c'est la croissance de notre connaissance, de notre spiritualité. Autant nous, en Occident, on cherche à faire une croissance du produit intérieur brut, autant les Orientaux cherchent toute la croissance du BIB, c'est-à-dire du bonheur intérieur brut. Une petite différence ici qui est importante. Alors, j'ai remarqué dans le catéchisme, j'ai regardé dans le petit catéchisme que vous connaissez sûrement, parce que vous en avez appris quand vous étiez plus jeune, qu'est-ce qu'on entend par le salut, qui est de sauver son âme, c'est échapper à la damnation éternelle. Alors que pour les Orientaux, le salut, la seule chose qui sauve finalement, c'est la lucidité. Alors, vous voyez, encore une fois, grande différence. Alors je termine, je conclue en disant que vous avez peut-être l'impression que deux grandes philosophies, qui est peut-être la philosophie orientale, les sagesses orientales et les philosophies occidentales, c'est fort possible. Mais on doit aller plus loin que ça. On doit aller plus loin que ça, je dirais plutôt que deux philosophies, puis je donne deux couleurs. La philosophie bleue et la philosophie orange. La philosophie bleue, c'est celle qui est convaincue que l'homme doit se dépasser tout le temps, doit toujours aller plus loin, doit toujours aller vers l'azur, vers l'espace. La Terre va disparaître dans 5 milliards d'années. Il faut donc que la conscience humaine soit disséminée à travers l'univers. Ça, c'est la philosophie bleue. Et bien entendu, pour qu'on puisse accéder à cette victoire, à ces victoires, il va falloir passer par des sacrifices. Forcément, on ne peut pas amener tout le monde sur d'autres astres qui ne soient pas dans le système solaire. C'est donc une conquête qui va nous obliger à en laisser un peu de côté. J'appelle ça la philosophie bleue, c'est la philosophie des ingénieurs, des mathématiciens, des utopistes, des idéalistes. L'univers, il faut donc sortir du système solaire, il faut donc sortir, se dépasser, aller vers un ailleurs qui est éternel. Alors que la philosophie orange, c'est une philosophie plus proche du monde oriental, vous allez le voir, puisque c'est celle des êtres humains pour qui le bonheur est dans la simplicité, dans la sobriété, dans la modération. Il s'agit ici non pas de se sauver de la terre, mais de sauver la terre. Dans cette philosophie orange, l'homme est une partie intégrante du système naturel terrestre et universel. Sauver la terre, c'est sauver l'humanité. Dans la philosophie orange, la notion d'éternité, ne doit pas se concevoir comme une durée infinie. Et je cite, si vous me permettez, la conclusion du livre que vous allez sans doute
lire en septembre prochain. La vocation principale de tous les êtres humains n'est pas la croissance de ses savoirs et de ses explications, mais la croissance morale et intellectuelle, pour mieux approfondir la conscience, pour vivre une plus grande compréhension du monde et de soi, pour une compassion universelle et une plus parfaite autonomie en harmonie avec celle de la Terre. Voilà la sagesse. Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui est maître du monde, c'est la haute. Notre Terre disparaîtra. Pourquoi l'abandonner? Laissons l'abandon se produire. Alors je vous cite une petite phrase de Bouddha pour terminer. Et ça nous donne une bonne idée des sagesses orientales et qui englobe presque tout ce que je viens de vous dire. Comme l'étoile filante, le mirage, la flamme, l'illusion magique, la goutte de rosée, la bulle sur l'eau, comme le rêve, l'éclair de nuage, considère ainsi toute chose. Voilà, merci beaucoup. Première question. Oui, vous semblez identifier assez bien les caractéristiques occidentales et orientales. Et vous avez élaboré assez bien. Vous semblez valoriser chacune d'elles. D'un côté comme de l'autre, on dirait que vous avez parlé en bien de chacune des caractéristiques. Est-ce que vous avez adopté une espèce de philosophie qui pourrait créer l'harmonie des deux? Je ne suis pas rendu là. Je progresse. Je progresse encore. C'est entendu que c'est un occidental qui fait la distinction. Hein. J'ai été imprégné de philosophie occidentale. J'ai des philosophes chouchous. Puis, je peux même dire que je suis personnellement un rationaliste. Donc, je fais partie de la tendance, de l'axe majeur de la philosophie, des philosophies occidentales. Mais j'ai découvert, il y a une vingtaine d'années maintenant, la méditation, le bouddhisme, le taoïsme. J'ai lu beaucoup, j'ai fait des sessions de fin de semaine, puis ça m'a beaucoup plu. Beaucoup. Ça m'a ouvert beaucoup les yeux. Mais je reste encore un occidental. En fait, je suis spinoziste, pour vous dire la vérité. Mais Spinoza est proche justement de la vision qu'on se fait en Orient, une vision immanentiste. Il n'y a pas de transcendance chez Spinoza. Le moi, ben, il n'y a pas d'importance, surtout le jeu, l'ouverture, la raison qui s'ouvre, la raison qui nous guide. C'est entendu que chez les Orientaux, on va plus loin, on va au-delà de la raison. Et ça exige non plus des concepts, non plus une articulation rationnelle, mais une méditation, une expérience vécue corporelle. Je ne suis pas encore rendu là. Je fais de la méditation, mais je ne lève pas encore. Oui. Disons, vous avez 10 dimensions avec votre conférence. Étant donné que vous avez parlé du temps, moi, comme géographe, je pense à l'espace, territoire. Disons, est-ce que dans les philosophies occidentales et orientales, il y a une différence concernant la conception de l'espace ou du territoire? C'est une question difficile, peut-être? Oui, c'est une question difficile, mais je vais vous donner quand même quelques renseignements, parce que c'est intéressant de savoir qu'en Chine, Chong, ça veut dire, c'est comme ça qu'ils s'appellent les autres, hein, les Chinois. Je ne l'ai pas avec moi ici le mot exact, là, mais c'est l'Empire du Milieu. C'est l'Empire du Milieu, puis le Chong, dans le langage chinois, c'est important, c'est une sorte de clé de voûte. C'est une espèce d'équilibre parfait qu'on doit retrouver chez l'être humain, qu'on doit retrouver dans la réalité. Alors, il y a donc une sorte comment je dirais ça, d'harmonisation ou d'osmose ou de, je dirais, harmonisation entre la représentation que les Chinois se font d'eux-mêmes, se font de leur pays, de leur territoire et de l'équilibre universel. Alors, je ne sais pas si en tant que géographe ça vous intéresse, là, mais c'est ça que je pourrais vous dire. On retrouve un peu la même chose en Inde aussi. Puis on trouve un peu la même chose au Tibet.
Alors, vous avez donc des représentations chez les sages orientaux, des représentations de l'espace qui est un peu synonyme d'équilibre. L'équilibre, c'est super important chez les Chinois, par exemple, dans le taoïsme, le fameux Tao qui est équilibré par le yin et le yang. C'est encore une fois, c'est une notion plus spatiale que temporelle. Vous n'avez pas parlé que les orientaux pensent à sauver la planète. Les orientaux, en tout cas, je ne fais pas beaucoup d'histoire quand je présente ces distinctions-là, mais je sais par ailleurs que les Chinois, les orientaux en général, n'ont jamais été des grands conquérants. C'est pas eux qui auraient eu l'idée de faire le tour du monde et d'aller chercher des choses ailleurs. Il y a une autosuffisance qui est importante dans leur philosophie et dans leur représentation d'eux-mêmes. D'ailleurs, il faut se poser la question, comment se fait-il que les Chinois de tout temps ont toujours été plus nombreux en termes de superficie que partout ailleurs dans le monde? C'est à cause de leur médecine préventive, c'est à cause de leur idée de pacifier. La meilleure bataille, disait Sun Tzu, c'est celle qu'on ne livre jamais. Hein? La meilleure bataille, c'est celle qu'on n'engage pas. Alors, est-ce que c'est leur pacifisme? Est-ce que c'est leur médecine? J'en sais, je ne sais pas trop. Mais il n'y a pas de conquérant impérialiste. Vraiment. Ça m'amène sur une piste. Oui. C'est sûr qu'il y a des Chinois partout maintenant. Et les Japonais. Non? Et les Japonais. Oui, les Japonais sont aussi. Je ne suis pas un spécialiste de l'histoire. Hein. Pourtant, moi, j'aime bien les mondes quand je suis sûr de l'ouest. Je ne peux pas répondre à ça. Prochaine question ici. Les Tartares ont envahi la Pologne dans les siècles passés. C'était une grande expansion et un mélange avec le peuple de ce temps. Oui, mais les Tartares, justement, c'était des étrangers par rapport aux Chinois. Les Chinois disaient qu'il faut craindre deux choses, les inondations puis les envahisseurs du Nord, les Mongols, les Tartares, justement. Et d'ailleurs, ils ont déjà contrôlé la Chine pendant de longs siècles. Quand Marco Polo est allé en Chine, c'était les Mongols qui étaient au pouvoir. Et les Mandchous aussi du Nord qui ont pris le pouvoir en Chine et qui l'ont gardé pendant les 4 derniers siècles avant la République de Sun Yat-sen en 1911-1912. Alors, il y a eu des envahisseurs, mais des Chinois qui partent conquérir l'Indonésie ou le Vietnam, il y en existe des Chinois au Vietnam, il y existe des Chinois en Indonésie, il en existe partout. Et ils font des bonnes affaires, soit en passant. Et ils ont un pouvoir économique important. Mais ce n'est pas un impérialisme politique comme on l'a connu, nous, en Occident. C'est mon point de vue. Là. Remarquez que je ne suis pas un historien, mais j'ai remarqué ça dans les lectures, que les Orientaux sont moins impérialistes que les Occidentaux. Prochaine question. Je vais peut-être être hors d'ordre, mais j'ai le goût de le dire. Quelqu'un me demandait il y a quelques mois, qu'est-ce que c'est de lui pour toi vieillir? Parce que les choses sont différentes. J'ai dit, vieillir, c'est un privilège. Puis en même temps, vieillir, c'est apprendre à devenir invisible. On avait la preuve, tantôt, j'étais supposément d'avoir la parole, il y avait tout le monde qui parlait de puis j'étais bien dans ça. Quand je dis que j'apprends à devenir invisible, première des choses, j'ai fermé la TV, 4-5 ans. J'écoute plus de nouvelles depuis 5-6 mois. Je suis beaucoup plus léger. J'ai moins de problèmes que de toute façon, je ne peux pas résoudre, et pour lesquels je me sens impuissant. Ça me donne le temps de lire. Probablement, vous connaissez Maître Eckhart. Maître Eckhart avait influencé beaucoup l'école allemande. Un des concepts privilégiés de Maître Eckhart, c'est le détachement. Il faut se détacher. C'est un peu ça, je pense, que je fais. Puis peut-être, dans votre analyse, vous suivez beaucoup les deux aspects. La pièce de monnaie qui a une face, puis recto verso.
ce que je réalise, c'est qu'avec les concepts de la physique quantique qu'on développe de plus en plus, on va arriver beaucoup plus de rapprochement avec l'Orient que beaucoup de philosophes occidentaux. Je pense par exemple, si vous lisez La nature de l'homme selon le Vedanta, c'est écrit pour l'année passée, là. Il y avait une notion de l'homme qui était une boule d'énergie, en fait, puis qui changeait régulièrement. Puis qu'il n'y avait pas de moi précis. Juste pour finir, parce que je n'ai pas envie de faire un discours sur un discours, quand vous parlez du moi, si on veut se débarrasser, entre guillemets, du moi, il faut réaliser d'abord qu'on n'a pas un moi, mais plusieurs moi. Et pour arriver à se séparer de ça, il faut voir les moi qu'on accepte, puis les moi qu'on n'accepte pas. On vous donner une caricature. Si moi je prends un coup, c'est un moi. Mais je peux réaliser que peut-être ce moi-là, il ne favorise pas ma famille. Je peux réaliser que je peux m'en débarrasser. La notion n'est pas de moi, là, mais j'ai compris que c'est probablement vrai. Parce que si vous considérez un moi, à trois fois que quelqu'un va vous emmener un début de changement ou une volonté de changement, vous dites, je ne peux pas, c'est moi. Il va y avoir beaucoup plus de résistance que si on fait pour chacun de soi. Il n'y a pas de maître autre que moi. Il faut que je réalise qu'il y a plusieurs moi. Et lesquels que je garde, lesquels que je ne garde pas. Et là, je pourrais, mais je vous ai suivi par rapport à ça. Je pourrais juste ajouter, moi je vis avec des chevaux. Je dois avoir un savoir vécu, pas un savoir dans ma tête. J'ai lu plein d'encyclopédies, c'est pas ça qui est important. Quand je suis avec mes chevaux, si je suis en forme, ils vont le sentir, on va vivre une bonne expérience. Si je ne suis pas en forme, puis je doute, puis je suis fatigué, ils vont me le montrer. Mes maîtres, actuellement, c'est mes chevaux. Dans le savoir vécu que j'ai avec. Et connaître, c'est naître avec la définition. Alors, ce n'est pas le savoir universitaire. J'ai un cours universitaire en passant. Il a fallu que je m'en débarrasse. Ça m'a pris des années à m'en débarrasser. Et pour m'en débarrasser, j'ai eu besoin de la terre et de ma femme. Et ça va ensemble, la terre et la femme. Je m'excuse. Je vous en prie. C'est sûr qu'en philosophie, comme en psychologie, en fait, dans toutes les disciplines qui s'intéressent à l'être humain, il y a beaucoup de définitions de ce qu'on peut appeler le moi, les moi, le soi, le je. C'est difficile d'avoir une idée claire de ces concepts-là, de ces réalités-là. Mais ce que je veux vous dire, quand je faisais la distinction entre les sagesses orientales, pour résumer rapidement, et les philosophies occidentales, c'est que les philosophies occidentales, mine de rien, ont développé quelque chose de très positif qu'on appelle l'individualisme. Mais cet individualisme-là a pris énormément d'ampleur à partir du 19e siècle, du 20e siècle, pour toutes sortes de raisons. On est rendu maintenant à vivre une forme d'individualisme qui est fortement teintée de narcissisme. Et l'ego prend une emphase, une ampleur considérable de nos jours, alors qu'au contraire, dans les sagesses en général, aussi bien occidentales qu'orientales, je pourrais même dire chez les mystiques aussi, qu'on retrouve de part et d'autre de la planète, le renoncement au moi est presque une condition de départ pour aller vers plus d'autonomie, pour aller vers plus d'indépendance. D'ailleurs, il existe encore en Inde, et c'est encore populaire malgré que c'est même pas 1% de la population qui le fait, mais ça se fait depuis des millénaires, ce qu'on appelle des renonçants, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui, à l'âge de 50, 55 ans, quittent tout, ferment la télévision, n'écoutent plus de nouvelles, ils renoncent à tout ce qui est conformiste. Tout ce qui est conformiste. Et ils essaient de quoi? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent justement l'autonomie, l'indépendance, la liberté.
comment les sagesses orientales abordent le problème de la conscience? On sait qu'en Occident, la conscience, c'est soit une illusion, soit quelque chose d'émergent de la complexité, ou des choses comme ça. Il y a plusieurs théories dans le genre. Mais au niveau des sagesses orientales, ils abordent la conscience de quelle façon? C'est un problème autant chez les Occidentaux que chez les Orientaux. C'est très difficile de trouver la définition juste de ce qu'on appelle la conscience. D'ailleurs, c'est toujours difficile de trouver des définitions justes quand on s'intéresse aux sagesses orientales parce que, d'abord, les définitions sont souvent des images. Et il y a toujours des degrés, des espèces de niveaux de conscience. Et chez les Orientaux, la conscience qui est privilégiée, le grand esprit, par exemple, plutôt que le petit esprit, je sais bien qu'à Nicolette, on a le grand esprit, le petit esprit. J'essaie d'être le moyen esprit. Là. Mais il y a une sorte de hiérarchie. Et l'individu, le sage, dans le fond, qui connaît l'éveil, qui est capable de saisir dans un moment présent, presque éternel, la vérité, c'est une conscience particulière. C'est une conscience qui n'est pas celle de tous les jours, qui n'est pas la conscience psychologique, c'est pas ce qui me permet de prendre conscience de ce que je fais. C'est plus grand que ça, et ça ne se communique pas. Et on retrouve chez les Orientaux des images. La grande conscience, c'est un ciel inaltérable et infini. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors que les idées sont des petits nuages qui passent dans ce ciel inaltérable et infini. Alors, il y a beaucoup de métaphores, et c'est pourquoi je ne peux pas vous dire de manière simple et définitive ce que c'est que la conscience pour les Orientaux. Comme d'ailleurs, j'aurais beaucoup de difficulté à définir ce que c'est la conscience pour les Occidentaux, mais même pour nous, c'est là une réalité qui est approximative, qui est difficile à circonscrire. Il y a différents types de conscience. On confond souvent justement la conscience psychologique, la conscience qui me permet de prendre conscience d'une chose, d'une conscience réflexive, d'une conscience réfléchissante. Et encore là, la différence avec la raison. Bref, ça prend un cours spécial. Je ne peux pas vous donner des réponses brèves et éclairantes ce soir. C'est triste, mais c'est comme ça. Déjà, ça m'interpelle beaucoup les sagesses orientales. Je pense que je suis un peu poigné aussi au niveau de l'origine dans le point sur la côté. Hein. Ouais. Bon, on est déterminé à être occidentaux quand on est ici. Mais ça, pour ma question porte sur le bouddhisme, en fait, si je ne me trompe pas, c'est qu'il faut renoncer au désir pour éradiquer la souffrance. Pour le bouddhisme. En fait, le désir est la source de la souffrance. Mais plutôt que le désir, moi je dirais l'objet du désir, l'attachement. Le désir, il est toujours là, même quand on veut devenir sage, même quand on va. C'est ça. Le désir est là. C'est surtout l'objet du désir et les attachements. Là, la question, en fait, c'est que le but du bouddhisme, c'est d'atteindre l'éveil. Fait qu'ils ne sont pas un peu attachés à atteindre l'éveil. Donc, s'ils sont attachés à atteindre l'éveil, ils vont avoir une forme de souffrance s'ils n'y arrivent pas. Mais je me demande comment ils règlent ça. Ben, justement, comment ils règlent ça, c'est difficile. Il n'y a pas d'urgence. Hein? S'il y a d'urgence, il n'atteindra jamais l'éveil. C'est clair et net. Alors, dans le triple sentier, là, on n'en a pas parlé aujourd'hui, bien entendu, mais dans le triple sentier, il y a justement un moment où on nous dit c'est un mode de vie à prendre et il ne faut surtout pas qu'il soit déterminé par une urgence quelconque. Le lâcher prise, c'est très important dans le triple sentier, autant dans le taoïsme que dans le bouddhisme, c'est-à-dire prendre le temps qu'il faut être le plus, comment je dirais ça, donc se sentir le plus naturellement porté vers ce que je désire, ne pas forcer les choses. On trouve ça autant dans le taoïsme que dans le bouddhisme. Et soit dit en passant, je vous dis ça parce que c'est des légendes, mais c'est toujours sympathique à apprendre. C'est révélateur, les légendes. Lao Tzu
qui est à l'origine de ce qu'on appelle la philosophie taoïste, aurait rencontré Bouddha. Parce qu'effectivement, ce sont des contemporains. Et il l'aurait rencontré et il aurait justement montré un peu ce que c'est que la sagesse grâce à son Tao Te Ching. Et d'ailleurs, pourquoi avait-il le Tao Te Ching quand il a rencontré Bouddha? Parce qu'il est parti vers l'ouest de la Chine et un douanier l'attrape. Il dit: qu'est-ce que vous avez déclaré? Alors, Tzu dit: une sagesse. Ben, il dit: écrivez-la moi. C'est ainsi qu'il écrit le Tao Te Ching. Et il est parti avec son Tao Te Ching, il allait montrer à Bouddha. Ça, ce sont des légendes, mais c'est intéressant de savoir ça parce qu'il y a dans le truc de sentier du bouddhisme énormément de parallèles à faire avec l'enseignement du taoïsme. Et, entre autres, ce lâcher-prise, vraiment, cette élimination de toute urgence. On retrouve un peu la même chose chez des philosophes occidentaux. Je pense encore à Spinoza, qui, lui, nous parle de liberté, qui serait un peu une manière d'être naturelle, une manière d'agir comme si ça venait tout seul. Quand une chose se fait tout seul, il faut remarquer comment est-ce qu'on se sent libre de le faire. Mais quand il faut forcer, quand il faut se discipliner, quand il faut le faire par devoir, c'est parce qu'on ne comprend pas. Hein? Un devoir, c'est le résultat d'une incompréhension. Faire quelque chose par devoir, c'est parce que tu ne comprends pas tout. Dès que tu comprends, le devoir devient un jeu. Il se fait naturellement. Alors, dans le truc de sentier, on retrouve un peu dans l'enseignement bouddhiste, dans l'enseignement taoïste, on retrouve un peu cette attitude d'être le plus naturel possible, de ne pas nécessairement se conformer à des conditions sociales. Une chose qu'on retrouve aussi dans le taoïsme, une petite image, je vous dis ça en passant, parce que ça répond un peu à vos questions. Peut-être ça répond très bien. Ça répond un peu à vos questions. Je pense que c'est Chuang Tzu qui dit ça. Enfin, peu importe l'auteur, il nous dit qu'un arbre tordu, c'est un arbre qui va vivre vieux. Parce qu'on n'aura jamais l'idée de faire des planches avec. Alors, pourquoi ne pas justement vivre comme un arbre tordu? Restons comme on est. Essayons autant que possible qu'on ne nous exploite jamais. On va pouvoir vivre longtemps. Alors, il y a des enseignements que j'aime en gros. Oui. Bien. J'étais avant. Ah, je ne sais pas. Comme vous voulez. Alors, je te félicite, Jacques, pour avoir mis quand même en parallèle deux grandes orientations assez complexes. Les deux, tu les as faites d'une façon succincte. Selon moi, ce que je vois, c'est que tu es la preuve vivante de ce qu'on vit actuellement dans l'Occident. Autrement dit, un engouement presque passionnel pour l'Orient, pour le bouddhisme, de la part des personnes les plus rationnelles, prétendument les plus rationnelles possibles. Je pense que depuis à peu près une soixantaine d'années en Occident, on a reçu les bras ouverts les enseignements bouddhistes par toutes sortes de maîtres qui sont installés ici. Puis je me pose la question jusqu'à quel point ce besoin finalement qu'on ressent comme occidentaux de s'abreuver à une autre pensée n'est pas finalement, ne fait pas défaut chez nous à une absence du religieux, à une absence de cette pensée finalement qui a été la nôtre, le christianisme, la religion, le monothéisme. Puis que par le truchement de cette philosophie orientale dans laquelle on pense que Dieu est évacué, c'est ce que je ne crois pas, parce que pour moi le bouddhisme, ça n'est quand même une religion dans la mesure où on est fidèle à une pensée, ne serait-ce que celle de Bouddha qui se nie lui-même, mais c'est quand même une fidélité qu'on doit avouer. Il y a des rituels, il y a une façon de se prosterner, il y a tout un paquet de décorums là, qui sont complètement religieux. Alors je me demande jusqu'à quel point en Occident on n'a pas emprunté finalement tout ce décorum le moment quand on a rejeté complètement le religieux, on l'a fait ailleurs, et qu'on se donne un petit peu bonne conscience, à savoir d'adopter des valeurs qui font un peu notre affaire, autrement dit des choses qui sont confortables, qui nous dit bon, le détachement c'est extraordinaire, mais qui est capable vraiment du
détachement. Je vous donne un exemple qui me vient comme ça spontanément. Un philosophe que j'aime beaucoup, Émile Cioran, tout le monde le sait, vivait humblement. Il s'intéressait beaucoup au bouddhisme, puis il vivait dans un hôtel complètement médiocre qui ne coûte pas cher à Paris. Puis il y avait une dame là, qui est agente immobilière, là, tu sais, puis moi, vos livres, j'adore vos titres, le renoncement, le détachement. Puis alors, Cioran lui dit, si vous êtes comme ça, bouddhiste, vous avez une pensée de détachement, pouvez-vous me donner un de vos loyers? Parce que ça me vient beaucoup, pouvez-vous renoncer à un de vos loyers pour me donner à moi, je ne sais pas où vivre. Alors là, ça a changé beaucoup la donne. La dame a acheté peut-être son livre, mais il n'a pas donné son loyer. Parce que être bouddhiste, être oriental, avoir une pensée orientée de cette façon-là, c'est profondément une pratique, c'est profondément une manière d'être. Ce n'est pas nécessairement un système d'idées, parce que justement, il faut aller au-delà de ces idées-là pour arriver à cette forme de vacuité, cette forme de détachement et de renoncement. Et je pense qu'en tant qu'occidentaux, on ne peut pas renoncer à grand-chose. D'ailleurs, ni les orientaux, présentement, je pense qu'ils ne renoncent plus à grand-chose, parce que je remarque qu'il y a un transfert un peu. L'Occident s'orientalise un peu, puis veut faire un genre de sauce confortable avec ce qui fait son affaire. Et l'Orient, il s'occidentalise, se matérialise fortement. Alors, je me dis, le religieux, est-ce que c'est pas, dans le fait, la question que je voulais te poser dès le début, est-ce que ce n'est pas une quête plus dans cette recherche que tu fais sur les sagesses orientales, une quête personnelle, une quête religieuse? Oui. Merci Liliana, c'est bien sympathique cette espèce de résumé tout à fait de notre civilisation, de nos civilisations qui se confrontent. Effectivement, depuis la Deuxième Grande Guerre, il y a eu beaucoup de maîtres japonais qui sont venus surtout en Amérique, en Europe, le zen, le bouddhisme. Et ça correspond aussi beaucoup à une espèce de dégradation, de déclin de l'Église, de la foi occidentale, de la foi en des dogmes. Mais pour aller dans le vif du sujet, moi je dirais que je suis un rationaliste, je l'ai dit. Je dirais que le déclin de la religion, c'est normal. Parce que il est normal que l'homme soit guidé par la raison. Je trouve ça normal, je trouve ça naturel. Et les religions sont irrationnelles. Elles sont irrationnelles parce qu'elles nous obligent à croire, à être... Je te dis le mot fidélité à propos des sagesses, le mot est juste, une fidélité, mais c'est pas une foi du charbonnier, c'est pas une foi aveugle qu'on retrouve dans les sagesses orientales. C'est des religions, mais je préfère parler de mots de sagesse. Et d'ailleurs, ces sagesses-là sont proches du religieux, effectivement. Mais la différence qu'il y a avec les religions occidentales qui ont tendance à se décliner, c'est que nous avons un rapport avec une réalité transcendante, et ça, c'est un peu au-delà, à côté de la raison, c'est irrationnel. On nous demande de croire à des choses qui sont absolument impossibles, comme l'Immaculée Conception, la Trinité. C'est difficile, ça, mais surtout l'Immaculée Conception, ça, je trouve ça très tough, personnellement. Puis, on sait très bien que la raison n'y peut rien. Alors que les sagesses orientales, malgré qu'elles soient toujours situées au-delà de la raison est une voie d'accès quand même. La réincarnation, le karma. Oui, mais il n'y a pas de dogme. C'est-à-dire que tu peux être bouddhiste sans être incarnationniste. C'est pas obligatoire. Tu peux l'être selon les traditions, par exemple, tibétaines, il y a beaucoup de réincarnationnisme, mais selon la tradition zen japonaise, la réincarnation, ça n'a pas d'importance, il n'y a pas de dogme. Alors, c'est pourquoi c'est plus attirant pour les Occidentaux qui sont déjà habitués à une approche rationnelle des choses. Mais il faut dire aussi, il faut quand même l'ajouter, il faut dire aussi que la société de consommation nous a permis justement d'aller dans les marchés, de choisir les choses un peu à la carte, mais le bouddhisme, le taoïsme, les sagesses traditionnelles, d'où qu'elles viennent, peu importe, on leur
de plus en plus pignons sur rue, ont leur kiosque dans les grands salons, puis on peut choisir un peu comme on peut choisir une voiture, des vêtements, et ainsi de suite. Ça fait partie de la société de consommation, effectivement. Je ne dis pas ça. Mais je veux ajouter aussi que s'il y a une occidentalisation du monde oriental, c'est beaucoup plus certain que l'inverse. Il y a beaucoup plus d'occidentalisation du monde oriental qu'une orientalisation du monde occidental. Les sagesses orientales, on les connaît mieux, mais ça reste encore très, très marginal. On dit qu'aux États-Unis, il n'y a même pas 2% de bouddhistes, alors que la majorité sont chrétiens. Les musulmans sont beaucoup plus populaires, plus nombreux que les bouddhistes. Tout ça pour dire finalement que quand je fais la distinction entre les philosophies occidentales et les sagesses orientales, je me réfère aux textes fondateurs, je me réfère aux traditions, je ne me réfère pas à ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, à cause de la mondialisation, il y a une occidentalisation du monde. Mais tu ne crois pas qu'on aurait pu, à la limite, revenir finalement à notre vieille sagesse antique, exercice spirituel, avec tout ce que ça implique chez les Grecs, qui avaient une forme aussi de vivre sa vie avec une... Les sagesses orientales et les sagesses grecques ou latines aussi, des siècles avant Jésus-Christ, puis après, là, je pense aux stoïciens, aux épicuriens, aux sceptiques, qui avaient des exercices de spiritualité, des disciplines pour que le bonheur soit toujours présent, prégnant aussi. On s'est distancé de ça. On a voulu justement expliquer les choses. La raison explicative, la raison organisatrice aussi, a pris le dessus sur les modes de vie, sur les sagesses qui étaient réelles, qui étaient là, et qui étaient populaires aussi. Bon. Je suis bouddhiste par tradition et par culture, pas pratiquant. Je viens du Cambodge, je suis d'origine du Cambodge. Au Sénégal, vous pouvez parler de la sagesse orientale. Moi, je ne connais pas grand-chose, sauf quelques citations de Confucius, comme de quelques citations de Confucius, de Langstroth. Et moi, je constate qu'il y a les sages, les philosophes qui donnent la sagesse, qui enseignent. Mais seulement, il n'y a pas beaucoup d'application de respect. Il suffit de lire l'histoire des pays de Chine. Comme on pense que la Chine n'a pas fait de guerre aux autres, ce n'est pas tellement vrai. Regarde ce qu'ils sont allés faire aux Ouïghours, la province du Nord-Ouest. Ils ne sont pas chinois du tout, ils sont musulmans. Regarde ce qu'ils sont allés faire au Tibet. Les Tibétains ne sont pas les Chinois. Et même les Chinois entre eux, ce n'est pas une entité homogène chinoise. Il y a les Han qui sont au nord, dans la région de Pékin. Il y a d'autres types de Chinois qui sont au sud, la province de Sichuan. Il suffit de lire l'histoire de la Chine. Il y a le royaume des combattants, il y a les trois royaumes. Ils passaient leur temps à faire la guerre à l'intérieur. Donc, pour l'application, ce n'est pas vrai. Il suffit de voir aussi les Japonais, comment ils se font la guerre entre eux. Ils sont allés conquérir la Corée, ils ont même annexé, ils sont allés même massacrer les Chinois. Donc entre eux, ils ont fait beaucoup de guerre. Et même les Indiens, quand il y a eu la séparation, l'indépendance, les Indiens musulmans, le fondateur, Mohammed Ali Jinnah, il ne voulait pas rester dans l'Inde, donc il y a une séparation. Et la journée de la séparation, mon Dieu, combien il y a eu de massacres? Plus d'un million. Donc, il y a la sagesse, l'enseignement par les maîtres, mais l'application, ce n'est pas tellement fort. Regarde même pour le bouddhisme. Le bouddhisme enseigne l'attachement. Quand il y a l'attachement, c'est ça la souffrance. Mais seulement, en général, les bouddhistes n'appliquent pas l'enseignement du maître. Regardez la Birmanie, il y a un moine extrémiste, Viratu. On
dit même que c'est un Ben Laden bouddhiste. C'est un voyou très violent. Ils sont même allés pour massacrer les musulmans, les Rohingyas. Seulement écrit très pauvre. Voilà, oui. Vous avez raison. Dans la pratique, c'est pas... Vous avez raison. Moi, je ne fais pas l'histoire du bouddhisme, je ne fais pas l'histoire des États bouddhistes aussi. C'est entendu que dès que les religions, les sagesses, les philosophies prennent pouvoir, ben, elles sont forcément perverties. Vous avez donné l'exemple des Chinois qui attaquent, qui veulent contrôler le Tibet, les Ouïghours, la Birmanie qui ne tolère pas les musulmans. Tout ça est vrai. Tout ça est vrai, mais je pourrais faire des parallèles avec l'Inquisition, par exemple, des catholiques, des guerres entre protestants et catholiques. Ce n'est pas l'enseignement de Jésus. Hein? Alors moi, j'essaie de vous donner un aperçu à partir des textes, à partir des maîtres sages, des grands maîtres sages, des sagesses orientales et des philosophes. Je vous ai parlé d'Aristote, je vous ai parlé de Kant, je vous ai parlé je pourrais vous parler de Platon et d'autres. Mais je ne vous parlerai pas de César, je ne vous parlerai pas de Napoléon, je ne vous parlerai pas d'Hitler non plus. Alors, il y a donc deux, tu sais, il faut bien circonscrire notre propos. Mon propos, c'est un propos philosophique, c'est un propos philosophique plus qu'historique. Et quand je fais allusion tantôt aux Chinois qui pouvaient peut-être ne pas être impérialistes, c'était une approximation de ma part. Je me posais la question, comment se fait-il que les Chinois ont toujours été plus nombreux, nonobstant leur territoire qui est quand même relativement restreint et bien délimité, ils ont toujours été plus nombreux que dans d'autres territoires, je pense à l'Europe, à l'Afrique. Alors, je me suis posé la question, est-ce que c'est leur médecine préventive, est-ce que c'est leur pacifisme, je ne sais pas. Mais c'est vrai, effectivement, il y a eu des périodes, la période par exemple de la Chine, des royaumes combattants. On sait aussi que les Chinois se sont immiscés dans presque toute l'Asie, à Singapour, en Indonésie, au Vietnam, au Cambodge sans doute, en Inde, en Afrique maintenant. Les Chinois sont capables de s'immiscer partout et ils ont un peu comme religion le chinois. C'est-à-dire qu'ils sont fidèles à eux-mêmes. Et c'est pourquoi d'ailleurs, de tous les peuples de la Terre, je pense que c'est les Chinois qui ont le plus de Chinatown, c'est-à-dire de ghetto. Ils s'assimilent difficilement aux autres. Ça, c'est une observation qui est difficilement renversée. Hein? C'est une constatation certaine. Alors, oui, pour répondre à votre question, moi j'ai eu une approche philosophique, mais pas historique et pas politique. Moi, je voudrais revenir sur le rationalisme. Je suis rationaliste depuis quasiment toujours. Et je voudrais revenir aussi sur le concept. Je suis rationalisme depuis toujours. Je voudrais revenir sur le concept de la foi. Quelqu'un pourrait me demander, est-ce que tu es croyant? Je peux dire, oui, je suis croyant. Sauf que mon concept de la foi n'est pas le même concept que les chrétiens aujourd'hui. Moi, c'est plutôt une foi quotidienne. J'accumule des informations d'après les gens qui me renseignent, d'après mon expérience de vie, et j'élabore des théories. Et ces théories-là, j'y crois en longtemps qu'elles sont plausibles. Même si ça n'a pas été vraiment prouvé d'une façon absolue, si j'y crois, je les expérimente. En les expérimentant, je me rends compte que soit qu'ils sont confirmés ou ils sont infirmés. S'ils sont infirmés, je les balaye. Ça, c'est ma foi. Je considère que dans mon enseignement chrétien, toutes les informations que j'ai eues du petit catéchisme, c'est pas une théorie qui se tient vraiment. Je considère que ce n'est pas une théorie qui embarque dans ma foi. Ça fait que je suis croyant, mais pas dans ce genre de croyance-là. C'est une croyance qui est quotidienne. Un autre aussi, le concept
je vais revenir encore sur un commentaire que je fais. Je vais revenir encore sur le concept de la conscience. Il y a une différence entre le concept de la conscience orientale et occidentale. J'ai contacté, moi j'ai rencontré un maître médic, puis sa définition de la conscience, je l'ai adoptée parce qu'elle est très rationnelle. Il disait qu'en Occident, on a 5 états de conscience. Et chaque état de conscience est défini par des caractéristiques bien spécifiques. Premier état de conscience, le sommeil. C'est l'absence complète de conscience. Quand on dort, on n'est pas là. On ne voit rien, on n'est pas là. On est complètement parti, on ne sait pas où. Et après ça, on commence à se réveiller et on a des rêves. C'est encore caractéristique, il y a des caractéristiques physiques bien définies. Ces rêves-là, on peut les voir, on peut voir des images, on peut les définir clairement, mais on ne peut pas intervenir pour les modifier son déroulement ou changer jusqu'à un certain point. Après ça, on atteint l'éveil. On est éveillé et on peut agir, on peut modifier nos expériences de vie, sauf qu'on est encore moitié dans le rêve et puis moitié dans la réalité. La 4e état de conscience, qui appelle la conscience pure, c'est lorsque l'individu ne vit plus dans le rêve et il a fait abstraction de l'illusion, il vit ses expériences d'une façon pure. À ce moment-là, il peut avoir une évolution très rapide. Et il peut comprendre sa vie, comprendre son environnement d'une façon très claire. Le 5e état de conscience, tout ça, c'est l'interprétation de l'Occident, les psychologues, les psychanalystes. Le 5e état de conscience, c'est la conscience cosmique. Dans le sens, la conscience cosmique, c'est lorsqu'un individu a atteint la conscience pure, mais qu'il l'a toujours en permanence. Il ne perd plus l'état de conscience pure. Dans la 4e état de conscience, c'est l'état de conscience pure, mais il peut la perdre. Il alterne entre la conscience pure et le rêve. Lorsqu'il commence à identifier les 2 états, il peut atteindre la conscience cosmique, et c'est ça, il y a la conscience pure d'une façon permanente. Et le monde occidental a encore 3 autres états de conscience. Nous autres, on s'arrête dans le 5e état de conscience, l'état de conscience cosmique. On dit un être est éliminé quand il a atteint le 5e état de conscience. Sauf que l'Orient, c'est-à-dire l'Orient, c'est plutôt l'enseignement védique. Il y a aussi la conscience divine, qui est la conscience des forces divines dans le jeu. Évidemment, c'est associé à des caractéristiques physiques aussi. Il y a avant la conscience divine, la conscience de l'unité après, et c'est lorsque l'individu fait l'unité dans son environnement. Là, moi, évidemment, je ne suis pas rendu là, sauf que les explications, pour moi, dans chacune des étapes et chacune des caractéristiques que le maître avait expliquées, j'ai trouvé ça très rationnel et ça satisfait mes questions sur la signification de la conscience. Voilà le commentaire que je voulais faire. L'année prochaine, vous vouliez demander au Saint-Christophe de faire une conférence là-dessus? Ça, la théorie des éléments. Voilà. Prochaine question. Oui, Georges, moi, ma question va être beaucoup plus courte. Durant toute la soirée, tu as parlé des philosophies occidentales et de la sagesse orientale. Moi, dans ma tête, la sagesse, c'est supérieur à la philosophie. Le sage, il est supérieur aux philosophes. Est-ce que tu considères les sagesses orientales comme étant supérieures aux philosophies occidentales? De manière générale, là, les philosophes occidentaux voient la sagesse comme un horizon à atteindre. Les philosophes n'osent pas se dire sages. C'est un objectif, c'est un horizon. Les écoles de philosophie, les écoles de sagesse morale qu'on avait dans le bassin méditerranéen, dans l'Antiquité grecque et latine, avaient comme objectif la sagesse, mais être sage, c'était rare. L'épithète dit « montrez-moi un sage », c'est-à-dire celui qui... Montrez-moi juste un qui commence à l'être, j'aimerais ça, avant de mourir, j'aimerais ça en voir un.
Ça n'existe pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais la distinction entre philosophie et sagesse. En Occident, on s'est attardé davantage à finalement mettre de côté cet horizon qui est inaccessible et tenter d'expliquer au moins les choses, de les définir, de les classer. On trouve ça chez Aristote, on trouve ça chez plusieurs philosophes de la tradition, des synthèses, des systèmes qui tentent d'expliquer le monde et l'homme. La somme théologique, par exemple, de saint Thomas, c'est une explication de tout. C'est fantastique, tout ce qui explique. Hegel veut tout expliquer, Descartes aussi. Nous voulons expliquer les choses. Alors que on veut expliquer les choses justement parce que la sagesse, c'est une chose inaccessible. C'est presque impossible à atteindre. Alors que les orientaux, eux, au contraire, se sont attachés à ça, uniquement à ça. Les explications, c'est pas trop important, ça ne nous concerne pas trop. C'est pour la vie quotidienne, c'est pour régler des petits problèmes mineurs. Il faut donc trouver la bonne voie, les bonnes voies pour accéder à ce bonheur permanent, à cette vérité, à cette prise de conscience où la vérité m'éclaire et me rend profondément heureux pour ma vie. Alors c'est ça qu'ils cherchent. Et ils se sont préoccupés et ils se sont donné les moyens pour développer dans leur tradition les meilleures voies, les meilleurs enseignements, les meilleurs apprentissages, les meilleures disciplines, les meilleures ascèses pour avoir cette sagesse-là. Mais je peux vous en parler comme ça, mais d'une manière très approximative, parce que je ne suis pas moi-même sage, puis je n'ai pas rencontré des sages, des grands maîtres personnellement. Je n'ai jamais rencontré. J'ai lu des livres qui ont été traduits, des grands maîtres tibétains, ou hindous, ou chinois, ou zen, mais je n'ai pas rencontré personnellement, je n'ai jamais suivi comme je sais pas, je pense à Mathieu Ricard, je pense à un autre que j'aime beaucoup qui s'appelle Surya Das, mais qui est un Américain, qui s'appelle Kevin Miller, mais qui a changé de nom parce qu'il a suivi justement la discipline tibétaine, du bouddhisme tibétain. Ces gens-là, quand on les écoute et quand on lit leurs œuvres, mais on se rend compte que c'est une question de vie. C'est un renoncement, c'est une implication totale, 24 heures par jour, c'est à plein temps, tout le temps. C'est pas du tout mon cas. Moi, je vous donne, dans le fond, une distinction entre les philosophies et les sagesses, un peu comme un prof de philo, pas plus que ça. Mais c'est intéressant pareil. Oui. Jacques, une conclusion? On Conclusion? termine? Oui, certainement. Ouais. Pourrais-tu le lier avec la mort? L'expérience de la mort? L'expérience de la mort. C'est sûr qu'on cherche toujours, à combattre, à détourner, à nous dispenser, à vaincre la mort. Dans toutes les sagesses, c'est le cas. Je ne parle pas des réincarnationnistes, je les mets complètement de côté parce qu'eux, ils ont la solution, on ne meurt pas dans le fond. Même que ce qui serait idéal, c'est de mourir une fois pour toutes. Parce que dans leur vision des choses, on atteint justement la conscience universelle. La réincarnation serait une sorte de retour aux souffrances et aux calamités. Mais je ne suis pas croyant, je ne suis pas un bouddhiste, je ne suis pas un taoïste. Moi, ce que je pense de la mort personnellement, je trouve que ça fait partie du processus naturel des choses, il faut l'accepter comme ça. Non pas se résigner, parce que j'aime pas la résignation. La résignation, c'est passif, c'est triste. Puis quand on est triste, mais, on ne règle rien. On règle beaucoup de problèmes, même qu'on déprime. Je préfère dire accepter plutôt que me résigner. J'accepte, et même, je dirais plus que j'accepte, j'aime la vie mortelle. C'est justement parce que cet amour de la vie mortelle
et présent que j'y trouve un sens. Et d'ailleurs, je n'ai même pas trouvé de sens. Le sens de la vie vient pas du... C'est pas parce que la vie a un sens que je l'aime, mais c'est parce que je l'aime qu'elle a un sens, autrement dit. Alors, je pense que la meilleure philosophie, puis ça je rejoins beaucoup Spinoza dans le fond, parce que la fin, si vous voulez, la conclusion de la philosophie de Spinoza, c'est la joie d'être là, la joie d'être heureux, la joie d'être existant. Quand on pense à ça, si je vous pose la question, est-ce que si vous avez le choix entre exister ou pas exister, qu'est-ce que vous feriez? On choisirait l'existence. C'est une chance, en fond, qu'on a d'exister. C'est une chance qu'on a ici ce soir d'être là, ensemble. Moi, je suis très heureux. Merci. Merci.